Merci Anne. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup au comité du colloque du mardi de l'invitation. Donc, je vous parle ce matin de climat santé et leurs interactions complexes en partant du global pour aller au plus local comme le recommandent les associations. Je n'ai pas de conflit d'intérêt financier aucun. Je suis juste référent de la transition écologique pour mon département et impliqué dans plusieurs associations, groupes, enseignements sur le nexus climat et santé. Donc le plan de présentation, je ne vous le détaille pas, mais je parle des enjeux globaux, des constats climatiques globaux, pour parler après des interactions en système de santé, santé et maladie, et comment gérer tout ça, comment faire que le système soit le plus résilient possible. Donc ça, je pense que vous connaissez tous, hein. Certains l'appellent la grande accélération, d'autres plus simplement l'appellent la croissance, hein. C'est la croissance des 60 dernières années, avec une population qui a bondi, avec également un PIB de tous les pays qui a bondi également, et puis une utilisation des biens et services, de l'aviation, de l'eau, de tout. On utilise tout davantage. On a créé les télécommunications sur le dernier siècle. Et tout ça, c'est vraiment très heureux et confortable, et on pourrait s'arrêter là si il n'y avait pas en contrepartie un prix à payer en termes environnementaux et climatiques, comme vous le voyez, avec un CO2, alors ça on va le détailler après, plus du NO2, plus du N2O, du méthane et beaucoup d'autres polluants. Hein. Ce n'est pas juste des gaz, c'est aussi les polluants des eaux et des sols. Donc là, vous avez sur les 800 000 dernières années, hein, les glaciologues et les climatologues sont remontés loin. Sur les 800 000 dernières années, vous voyez que le niveau de CO2 dans l'atmosphère était compris entre 2 et 300, pour le faire simple. Donc 800 000 années en 2 et 300, on a tous appris en physiologie, en tout cas les gens de mon époque, entre guillemets, qu'il y avait 0,03% ou 0,028% de CO2 dans l'atmosphère, dans l'air qu'on respire, hein, ce qui en fait un gaz minoritaire, mais quand même en troisième ou quatrième place dans les gaz les plus présents dans l'atmosphère après l'oxygène et l'azote. Donc on a augmenté que de 0,028 à 0,042, ça peut paraître très peu, et dans les faits, c'est beaucoup en termes d'impact, parce que c'est 280 à 420 ppm en l'espace d'un siècle font que la température, qui était aussi extrêmement stable depuis très longtemps, ça s'appelle l'Holocène, 10 000 ans de prospérité qui ont permis la croissance dans le monde, l'agriculture avant la croissance, on est arrivé à une montée en température qui vous voyez, est impressionnante. Hein. À chaque fois que je regarde les courbes climat, je pense au Covid. Hein. Il ne se passe rien, puis tout d'un coup un petit truc, et puis ça bondit. C'est valable dans le monde, c'est valable dans toutes les parties du monde, y compris la Suisse, qui, vous le voyez, était en comparaison de la période 1960-2000 à moins 1, moins 1,5 degré avant cette période, et maintenant à plus 2. Donc on a gagné 3 degrés à peu près en un siècle du fait de cette augmentation de CO2 et de l'effet de serre qui en résulte. Est-ce que ça épargne les parties du monde? Absolument pas, hein, comme vous le voyez dans les graphiques rouges là sur le monde. Toutes les régions du monde sont atteintes, hein, tout ce qui n'est pas blanc, et rien n'est blanc, tout est au moins rose clair, c'est réchauffé. On ne le voit pas bien ici, mais l'Europe centrale et l'Europe occidentale sont parmi les régions de la Terre qui se sont plus réchauffées. Et puis le dérèglement climatique, c'est une maladie non seulement du chaud ou du froid, surtout du chaud, mais également une atteinte au cycle de l'eau, et ce n'est pas une petite atteinte au cycle de l'eau, on parle de la fonte des glaciers,
On parle un petit peu des cyclones et des événements météorologiques extrêmes, mais le cycle de l'eau est très perturbé avec énormément d'eau qui part dans le ciel et le ciel qui se déverse souvent d'un coup d'un seul et qui provoque des inondations. Et quand ce n'est pas des inondations, c'est des sécheresses. C'est une alternance entre des grandes sécheresses et des inondations. Je ne sais pas si vous avez regardé les news ces derniers jours, mais on vit dans le nord de l'Europe une sécheresse historique. Jamais eu de sécheresse dans les records, enfin dans les enregistrements dans toute l'Europe du Nord, avec des feux de forêt qui ont dépassé les quotas annuels déjà au mois d'avril en Angleterre. Donc, je regarde. Ah, pardon, peut-être la bonne n'était pas affichée. Et puis, ça n'épargne aussi aucune altitude. Vous voyez, toutes les altitudes se réchauffent, sauf la stratosphère. Mais la stratosphère, on n'y va pas. Et la stratosphère est au-dessus de ce bouclier ou de cet écran qui provoque l'effet de serre, et c'est pour ça qu'elle tend, elle, à se refroidir. Mais tout ce qui est en dessous des hauteurs des avions jusqu'aux profondeurs océaniques se réchauffe, et se réchauffe vraiment à grands pas. Qu'en sera-t-il de l'avenir? Il y a énormément de sciences là autour, des dizaines de milliers de papiers sur qu'est-ce qui nous attend dans les 50 ans. Ces auteurs résument très bien que ça va beaucoup dépendre de nos choix de consommation, de nos choix de faire de l'économie, de faire de la médecine, de faire beaucoup de choses, avec des options à plus 1,5. Alors, plus 1,5, on y est déjà au niveau mondial, ce qui veut dire 2,5 ou 3 en Suisse, ou des options beaucoup plus coûteuses. Je vous montre après ce que ça veut dire beaucoup plus coûteux, mais probablement au moins à 3 degrés au niveau mondial et 4 degrés au niveau de la Suisse, de la France, des pays voisins. Alors, est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un problème, bien sûr, si je pose la question. Et on le voit là, bien sur ce graphique, qui est issu du GIEC. Le GIEC, c'est le plus grand consortium scientifique existant, je crois. Et vous voyez là que des gens, mettons, de ma génération, qui étaient bébés dans les années 80, ont grandi et grandissent dans un climat qui se réchauffe. Les bébés nés comme les enfants à cette période vont vivre dans un climat beaucoup plus chaud. Ils naissent dans un monde réchauffé et vont grandir et vieillir dans un climat réchauffé. C'est très bien montré dans ce beau projet artistique où des parents, leurs enfants, les grands-parents montrent sur leurs mains à combien de ppm ils sont nés. Et vous voyez que la grande Julie, la maman, est née à 335 ppm, ses enfants à 401 et 397 ppm. Donc on acquiert vite du carbone, ça c'est en l'espace de 30 ans. Et puis en Suisse, qu'en est-il? Alors, vous avez à gauche ici la canicule 2003, donc c'était déjà une Suisse très chaude. Ça, c'est ce qu'on prévoit d'ici 60 ans à peu près. Ça paraît peu impressionnant comme ça, mais le diable est dans les détails et tout est dans l'échelle. Les couleurs, les sauts de couleurs, c'est de 5 en 5 degrés. Mais quand on fait le différentiel des deux, par rapport à une année de canicule, on est dans des scénarios à plus 5, 6, 8 degrés par rapport à maintenant. C'est-à-dire plus 7, 8 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle dans les assez mauvais scénarios. Mais pour dire qu'on peut imaginer qu'on devra vivre dans 50, 60 ans dans une Suisse où il fera 50 degrés certains jours, des moyennes d'été à 40, etc. Est-ce que c'est un problème pour la santé? De nouveau, si je pose la question, c'est que c'en est un.
Un qui est évident et qu'on a tous ressenti, c'est que quand il fait très chaud, on ne se sent pas bien, on ne réfléchit pas bien, on est par ailleurs moins productif, et ça, ce sera un problème dont on discutera tout à l'heure. Il y a des événements météorologiques extrêmes, alors on a eu des crues du Rhône et d'autres cours d'eau en Suisse non mortels, mais la prochaine version peut être plus méchante, des pandémies et des épidémies virales notamment, des maladies tropicales qui cessent d'être tropicales. Hein. Il y a des cas en France et en Italie de plus en plus nombreux de dengue endémique, donc de gens qui se font piquer par un moustique tigre nouveau dans leur pays, qui a piqué précédemment une personne de retour de voyage. Et puis tout ça va être très conditionné par les déterminants sociaux de la santé. Hein. Plus on est personne vulnérable, plus on est à risque d'être victime du dérèglement climatique. Est-ce que c'est bien communiqué dans les journaux? Très clairement, oui. Ça dépend de quels journaux on lit. Hein. Vous connaissez tous les enjeux de formation, désinformation, malinformation. Si on lit, entre guillemets, les bons journaux, par exemple le Lancet, qui a développé une branche Lancet Planetary Health, ou le New England, qui a pas des numéros thématiques, mais qui fait des séries et beaucoup d'éditoriaux sur les enjeux climatiques, ou la revue médicale suisse, qui s'épanche beaucoup sur le sujet, grâce à notre concours notamment, mais pas que. Comme vous voyez, nos amis dermatologues s'intéressent aussi, ça saute pas aux yeux, le lien avec la dermatologie. En fait, toutes les aires de la médecine sont concernées, toutes. Il n'y a pas d'exception. Et puis si vous voulez parler de votre spécialité, on peut le faire en fin de colloque. Chacune mériterait un colloque en soi, donc je me suis contenté ou focalisé sur les vagues de chaleur pour parler d'un problème spécifique qui est probablement celui qu'on va vivre le plus. Vous avez ici les vagues de chaleur qui sont attendues dans les barres, dans les barres bleu clair, pardon. Et puis les flèches rouges, c'est ce qui a lieu du fait du dérèglement climatique. Hein. Les sciences de l'imputabilité qui sont émergentes permettent maintenant de bien dire avec ou sans dérèglement climatique. Avec dérèglement climatique, on double le nombre d'événements de chaleur déjà maintenant dans toutes les régions du monde, que ce soit des régions très développées ou beaucoup moins développées. On double, on triple par endroits. Et cela est bien rapporté aussi par le GIEC qui nous dit que non seulement les événements sont plus nombreux à mesure qu'on se réchauffe, ils sont plus longs aussi, et ça c'est un grand problème parce qu'on n'arrive plus à se refroidir, quand notre corps peut plus se refroidir, c'est là qu'on rencontre des problèmes, et beaucoup plus intenses avec des pics en Europe. C'était rare d'avoir des 35 degrés en Europe, et ça devient beaucoup moins rare d'avoir des 42 actuellement. Et voilà, ce graphe vous montre bien en quoi, enfin, le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est que c'est aux extrêmes de chaleur, ça c'est aux extrêmes de froid, de meurt aussi, mais aux extrêmes de chaleur, on est plus malade, on meurt davantage. Actuellement en Suisse, en France, en Italie, c'est au P99, au percentile 99 et plus, donc les 4 jours les plus chauds de l'année, qu'on surmeurt, qu'on meurt le plus. À mesure qu'on se réchauffe, la courbe se déplace là, et l'air sous la courbe, là, des extrêmes, ne devient pas un petit peu plus grande, ça passe de 1% à 2, à 3, à 4, et ça pourra monter à 10, à 20% selon les pays, et je parle toujours de l'Europe. Alors, on a plusieurs exemples, je vous en montre un de la canicule de 2022 ou des vagues de chaleur de 2022, où vous voyez qu'il y a eu plusieurs pics de mortalité, ça c'est le temps de l'été, plusieurs pics de mortalité qui corrélaient bien avec la température, et un différentiel selon l'âge. Il est intéressant de voir que les personnes âgées meurent beaucoup plus, mais que les personnes moins âgées meurent quand même, et les personnes encore moins âgées meurent quand même aussi. Des pics observés absolument à tout âge,
pour l'instant essentiellement au sud de l'Europe, mais comme vous voyez, le nord de l'Italie et le sud de la Suisse commencent à être en rouge foncé, donc on est en zone pas du tout safe. À quoi ça ressemble vu de près, hein, ici vous avez la courbe des températures max, min, et puis un pic de chaleur, c'est ça, c'est tout d'un coup on gagne 10 degrés, dans cet exemple de la canicule 2003 en France. Et la réponse en termes de surmortalité ne se fait pas attendre, c'est tout de suite, c'est dans les 24 heures, les premières hospitalisations pour vagues de chaleur. Et tout ça, c'est en sus de la baseline qui est la mortalité normale avec ces petites fluctuations. Donc on a par jour 200, puis 1000, puis 2000 événements mortels en plus dans un même pays. C'est pas sans vous rappeler d'autres choses, hein, telles que 2 vagues de Covid qui sont là et un pic de canicule. Alors peut-être que ça ne vous frappe pas, mais si on regarde de haut en bas, on a un pic qui est presque au double de celui d'une vague de Covid, le double de morts quotidiens. Fort heureusement, pour l'instant, ça dure moins longtemps, une canicule qu'une vague de Covid, mais ça fait vraiment un gros excès de mortalité. Ça, on le savait en 2003. En 2022, il y a eu 62 000 morts en Europe, pour dire qu'on ne s'est pas beaucoup adapté en 19 ans. La canicule de 2022 étant pas franchement plus sévère que celle de 2003. Et puis, il y a aussi les impensés en médecine qui sont fréquents. Hein. On pense beaucoup morts. D'ailleurs, c'est ce qu'affichent les médias. Il y a eu tant de morts ou il n'y a pas eu de morts dans tel événement météorologique extrême. Mais il y a déjà des morts de différentes choses et c'est intéressant de le savoir. Il y a aussi des malades, des gens qui sont hospitalisés, des gens qui ne sont pas hospitalisés, des gens qui devront être pris en charge par l'IMAD ou d'autres systèmes sanitaires qu'on mettra en place, des facteurs de vulnérabilité, des mesures d'adaptation, etc. et de la compensation et des stratégies de mitigation du risque. Et tout cela, dans ce papier qui le fait très bien, a été mesuré et on voit que nous, docteurs, je m'inclus dedans, on n'est pas bon pour mesurer tous ces risques et toutes ces vulnérabilités, les identifier et s'adapter. Donc on a une belle marge de progression et puis d'innovation, parce que l'innovation va aussi être cela dans ce siècle. Et puis après, il y a les autres limites planétaires, hein, le changement climatique. Je pense que ceux qui connaissent les limites planétaires savent que c'en est une des 9. Et il y a les 9 autres. Hein. Il y a tout ce qu'on met dans les sols, il y a tout ce qu'on met dans les océans, l'acidification des océans. Alors ça sonne comme une mauvaise nouvelle, hein, qu'en 14 ans, on ait franchi 6 limites planétaires et très allègrement, hein, enfin, de beaucoup, parce qu'on est dans le rouge, ça veut dire qu'on est très loin et que le chemin va être très long pour revenir en arrière, mais il faut revenir en arrière. Et il y a une petite bonne nouvelle quand même là-dedans, c'est que l'ozone n'est plus dépassé. Il était dépassé il y a 20 ans, 30 ans, quand j'étais collégien. Et il y a eu un protocole de Montréal, protocole international, on a dit on arrête le CFC, on arrête de vendre tel type de frigo, de réfrigérant, et puis on est revenu en arrière. Donc avec des protocoles internationaux, on y arrive. Alors, quel est l'impact des systèmes de santé sur l'environnement? Je vous montre ça vite. Où est la Suisse? Ici, c'est la consommation énergétique du système de santé. Ici, c'est l'indice de développement. Donc, on est probablement dans les très développés, probablement dans les assez gros consommateurs. Et effectivement, on est là, hein, on est tout en haut des systèmes de santé qui consomment le plus d'énergie. Et puis, qui dit consommation d'énergie, dit émission de CO2 et d'autres polluants. Alors, est-ce que c'est bien de consommer beaucoup d'énergie? Est-ce que ça rend notre médecine meilleure? Pas vraiment. Si on se compare à des pays comme les Pays-Bas, la Suède et l'Espagne qui sont sur la même ligne, qui consomment autant que nous, on a des espérances de vie entre 82,5 et 84 ans et en bonne santé entre 71 et 72. Donc en tout cas sur ces indicateurs-là,
peut-être sur d'autres indicateurs il en va autrement, mais sur ces indicateurs courants, il n'y a pas de différence. Ce même papier qui parle de la consommation énergique de nos systèmes de santé parle aussi de nos consommations en métaux. Alors, les métaux, c'est vraiment un gros enjeu. Vous avez les minéraux métalliques, non métalliques, donc le sable, ce qui nous permet de construire du bâtiment non métallique, et puis nos consommations en fossiles. Alors la Suisse est toute petite, hein, j'ai essayé de tout mettre sur une slide, mais on est très dépendant, voire totalement dépendant de tout ça. Donc on n'est pas là pour discuter de géostratégie, mais bien de est-ce que nous avons un système autonome? Alors clairement non, nous n'avons pas un système autonome, et puis ça c'est vraiment quelque chose aussi qu'on doit garder en tête, même si notre marge de manœuvre personnelle en tant que médecin est peu élevée. Là vous avez l'état au HUG, nos consommations ou nos émissions pardon, de carbone qui s'élèvent à 103 000 tonnes. Alors 103 000 tonnes, si on fait grosso modo, c'est 100 000 allers-retours New York si vous avez une compagnie qui utilise du biofuel. Ça peut paraître peu à l'échelle suisse. Hein. Le système de santé suisse, c'est 8 millions de tonnes, hein, ce qui fait de nous le système record avec le Canada, les États-Unis et l'Australie. Donc en comparaison nationale ou à l'échelle nationale, on est 1% ou 1,2% des émissions de CO2. On pourrait se dire l'histoire s'arrête là, mais si tout le monde se dit je suis que 1% d'un 10%, ben, rien ne se passe. Donc les HUG ont pris le parti de se bouger pour la transition écologique, de se mobiliser. Pardon. Et puis vous voyez qu'on est au-dessus du trafic aérien. On voit toujours l'avion comme le pollueur suprême. Alors on le prend un peu, l'avion, mais là n'est pas la question, c'est vraiment le système de soins qui est plus polluant que l'avion et non le contraire. Et vous avez tous entendu que si on était un pays dans le classement des polluants, en tant que discipline, la médecine, on serait le 5e pollueur au monde. Vous avez ici les données qui nous sont fournies par 2 brillants étudiants en sciences biomèdes sous la houlette de Nicolas Ray et Antoine Flao, qui ont fait un bilan non seulement des HUG, mais du canton dans son ensemble. Vous voyez la part des hôpitaux, c'est près de 50%, les HUG, la Tour et d'autres compris. Et si on regarde par poste d'émission, pareil, c'est les médicaments qui pèsent le plus lourd, et de loin et de très très loin. Ici, vous avez les hôpitaux, les pharmacies, donc les différents lieux, et y compris dans les hôpitaux. Ça, c'est sans les médicaments en orange. Avec les médicaments, on double presque nos émissions CO2. Puis une pharmacie, ça émet peu en soi, mais ça émet beaucoup de médicaments, ça vend beaucoup de médicaments. Donc l'empreinte carbone des pharmacies est énorme, et c'est ce qu'on prescrit en cabinet, donc nous sommes tous concernés. Et puis, ce n'est pas très étonnant, je vous recommande au moins de parcourir cet article qui est sorti le mois dernier, Journey of a Pill, le voyage d'une pilule. Alors, une pilule de clonazepam, son voyage commence en Chine avec la création de précurseurs. Ici, on crée les excipients. Il faut faire transformer et faire se rencontrer tout ce monde pour arriver en Europe, pour emballer. Et après seulement, si la destination finale c'est Vancouver, ça va parcourir encore beaucoup. En comprenant la part européenne uniquement, c'est 20 000 kilomètres de voyage par pilule. Alors, bien sûr, elles ne veulent pas seules en business, mais c'est beaucoup de voyages, le médicament, ça explique beaucoup, et probablement qu'on sous-estime, parce que les boîtes pharmaceutiques ne nous donnent pas les données, elles ne sont pas vilaines, c'est juste la protection des données par toute industrie. Alors, des constats aux actions, à l'échelle institutionnelle et du soignant, je vais faire vite sur cette partie pour vous dire que on est sympa et engagé au HUG, on l'aurait fait probablement sans tout ça, mais disons, on est très aidé par un cadre
avec des ODD, des objectifs de développement durable, des accords de Paris, des choses qui sont contraignantes, qui ont abouti à des stratégies fédérales et cantonales et un constat de prestation. Et il s'en est suivi une stratégie de durabilité des HUG. Je remercie Madame Meisser du pôle RSE pour cette slide, à laquelle j'ai ajouté les personnels et les patients, parce que pour nous, il va s'agir, dans nos consultations, d'amener la chose. Et clairement pas de dire on va faire de la médecine bas carbone, monsieur ou madame, mais bien d'intégrer ça dans les guidelines, toujours en gardant en ligne de mire qu'on ne veut en aucun cas baisser la qualité des soins, et c'est là que ça va demander de l'innovation. La SSM nous aide en ayant produit une feuille de route en 2022 qui se décline en 7 propositions, que je ne vais pas vous lire en détail, hein, vous la trouvez aisément. C'est bien la feuille 2022 et pas la 2019 qui n'intégrait pas les dimensions climatiques. Et qui peut agir selon la SSM et selon tout le monde d'ailleurs? Ben, c'est tout le monde, hein, c'est tant la société que les institutions de soins, que les praticiens eux-mêmes et les patients. Vous avez ici une présentation d'un plan de décarbonation, une proposition de plan de décarbonation pour notre canton, faite par Raphaël Turner et Bruno Mermillot, qui sont les deux étudiants dont je vous ai parlé, qui ont fait le bilan carbone du canton. Et clairement, en 2025, on ne doit pas juste parler de problèmes, on doit surtout parler de solutions. Et voilà, il propose un certain nombre de solutions pour atteindre les moins 50% en 2030, donc dans 5 ans, avec, ça peut paraître anecdotique, hein, c'est écrit bas impact, mais si on convertissait presque tous les sprays bronchodilatateurs en poudre sèche, on ne perdrait pas en efficacité pour la plupart des patients. Hein. Plus de 80% des patients toléreraient ce switch et on gagnerait déjà 1,5% d'empreinte carbone. Pareil, si on mobilise 10% de nos patients, on leur dit de ne pas prendre la voiture mais d'envisager un autre mode de transport, on gagne aussi quelques pourcents, etc. Je vous passe le détail. On a des axes stratégiques au HUG, dont 2 concernent directement le climat, c'est le climat et la santé, et puis la consommation et la production durable, qui se décline en 83 mesures, que je ne vais bien sûr pas vous présenter, et qui vise certains objectifs, avec un premier objectif qui a été atteint, et d'autres qui sont encore à atteindre ces prochaines années. On a mené un projet qui s'appelait Choosing Greenly, qui est maintenant clos et qui a amené à des résultats très intéressants. Je ne vous fournis pas tout le détail, ça c'est nos collègues anesthésistes qui ont du jour au lendemain arrêté de donner du desflurane aux patients. Gaz à très haut effet de serre, sans aucun avantage par rapport à l'isoflurane, au sévoflurane. Ils ont coupé le robinet, enlevé les bonbonnes, arrêté aussi le protoxyde d'azote et ils ont diminué énormément leur impact, hein, quasiment de moitié. Pareil pour les préparations extemporanées, pour qui a fait du SMUR ou de l'anesthésie, ils tirent plein de médicaments, après ils jettent les 90% et 10% asservis, maintenant ils ont des fioles et puis ils tirent au besoin sans atteindre à la qualité des soins, sans qu'il y ait des risques pour les patients. Aux urgences ambulatoires, on a fait un bilan carbone, on a mesuré de manière intéressante que le gros d'une consultation aux urgences, en tout cas aux urgences ambulatoires, c'est le transport du patient de son domicile à l'hôpital et retour, et que si on applique les critères d'Ottawa pour le genou, si on connaît ces critères d'Ottawa pour un trauma du genou, qu'on nous les rappelle et qu'en plus on ajoute un cookie bloquant, alors ça énerve les cookies bloquants parce qu'après il faut apprendre les critères d'Ottawa, mais on diminue de plus de 80% le nombre de radios inutiles, avec une mesure extrêmement simple à mettre en place. Alors la suite, je vois la responsable TES, Isabelle D'Ernesto, je vous remercie d'être là, c'est tout ce que fait Isabelle pour l'institution, avec une communauté de pratique de 50 référents,
Vous ne le savez peut-être pas, mais vous le savez maintenant, il y a des référents pour tous les départements médicaux que vous pouvez et que vous devriez même, si possible, solliciter, qui sont là pour former les collaborateurs, pour soutenir les projets, pour implémenter des fiches, dont vous voyez ici un exemple avec une fiche « Arrêtons de donner des choses IV pour rien, des médicaments IV pour rien, favorisons le péros ». Je vous donne un exemple très simple. On aime beaucoup donner une première dose IV aux urgences à un patient qui va rentrer. Zéro avantage décrit dans la littérature. S'il y a un ou une infectiologue qui veut me contredire, qu'il ou elle le dise, mais vraiment pour la majorité des infections, il n'y a aucun bénéfice prouvé. C'est juste une habitude. Et on a travaillé avec des psychologues du climat qui ont été demandés aux soignants. Pourquoi tu fais ça? Parce que le docteur a prescrit. Pourquoi le docteur a prescrit? Parce qu'on a l'habitude. Les hôpitaux devront s'adapter aussi. Et il n'y a pas que la nature, la dégradation du climat, les conséquences climatiques et les conséquences sur les patients. À l'interface, il y a les soignants, les structures de soins, et notamment en cas de vague de chaleur, on réfléchit moins vite, on fait les choses moins vite, on fait les choses moins bien, on est moins à l'hôpital. Donc il y a aussi un enjeu sur le staff hospitalier. Je vous passe les détails, je voulais vous montrer un exemple vraiment absolument édifiant ou spectaculaire de scénario de vague de chaleur et de blackout. La péninsule ibérique a connu un blackout, c'est possible, et surtout s'il fait très chaud. Et une vague de chaleur plus un blackout, on passe de ça de consultation aux urgences à ça. C'est-à-dire la moitié d'une ville qui a besoin de soins médicaux ou d'une attention médicale dans les 5 jours. Ce ne sera peut-être pas une visite à l'hôpital, mais de la téléconsultation, mais il y a très clairement une surmortalité. Et je finis avec ce que nous pouvons faire nous en tant que soignants individuellement. Alors, on peut faire tout ce que sait faire un médecin et qui est exemplifié dans les CANMEDS. On peut s'informer, on peut apprendre sur ce nexus climat-environnement. On peut l'enseigner à nos étudiants, qu'ils l'apprennent à l'université pour être au moins à leur niveau quand ils seront sur le marché du travail. On peut aussi communiquer avec la population, communiquer avec nos patients. On doit pouvoir répondre aux questions de nos patients. Et pour l'instant, on est très largement insuffisant dans nos connaissances et dans notre aptitude à répondre aux patients. Pour des questions de temps, je m'arrêterai là juste en disant qu'il y a des mesures simples qu'on peut appliquer en médecine, ça s'appelle la prévention et la promotion de la santé. Après beaucoup de temps d'hésitation, on se disait on ne peut quand même pas dire à nos patients tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Je ne sais pas si on a encore atteint l'époque où on peut dire à nos patients vous volez trop, mais vous mangez, je pense, trop de viande, c'est mauvais pour votre santé. C'est quelque chose qu'on peut dire en tant que médecin, qu'on doit dire en tant que médecin, et qui est très clairement favorable à l'environnement. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pensais faire plus court. Peut-être je termine sur celle-là. Ça, c'est l'Angleterre. Vous connaissez tous l'Angleterre, la situation de la médecine en Angleterre. En Angleterre, ils peinent à trouver des docteurs. Les docteurs peinent à avoir envie d'y rester. Heureusement, il y a l'Inde et le Pakistan qui est un bon pourvoyeur de médecins, mais ils sont vraiment en crise avec un dumping salarial incroyable et des contraintes qui font qu'ils ont adopté une sobriété subie. Ils subissent la sobriété, ils subissent des restrictions budgétaires, ce qui est très bon pour leurs émissions de CO2. Maintenant, ils ont un plan de décarbonation. Ils se sont dit non seulement on va subir, mais on va planifier la transition écologique et ils visent un zéro net en 2040, c'est-à-dire dans 15 ans. Voilà, je vous laisse avec ces conclusions. Je pense que j'ai été assez clair et je remercie toutes les équipes avec lesquelles je travaille sur ces questions.